Le colonel Blake Morrison avait passé 15 ans à perfectionner l'art de la guerre psychologique au sein de la division des opérations spéciales de l'armée. Sa spécialité ne se limitait pas au combat. Il s'agissait de décrypter les individus, de comprendre leurs faiblesses et d'exploiter ses vulnérabilités pour atteindre ses objectifs. Il avait appris que les victoires les plus dévastatrices ne venaient pas de la force brute, mais de la capacité à laisser l'ennemi se détruire par ses propres choix. Blake rencontra Rebecca Hartley lors de sa première rotation de déploiement. Elle travaillait comme contractante civile, belle et ambitieuse, avec une formation en finance qui l'impressionna. Rebecca avait grandi dans la pauvreté, dans une région rurale de l'Alabama, se frayant un chemin à travers les universités et les écoles de commerce avec une détermination à la hauteur de sa propre discipline militaire. Elle comprenait les difficultés, du moins le pensait-il. Leur mariage sembla solide les premières années. Rebecca soutint sa carrière, géra leurs finances et, à la naissance de leur fille Lily, elle sembla accepter pleinement la maternité. Les déploiements de Blake furent difficiles, mais Rebecca lui assura qu'elle pouvait tout gérer à la maison. Il lui fit entièrement confiance, une erreur qui lui coûterait cher. Ce que Blake ignorait, c'est que Rebecca avait rencontré Trevor Haynes 2 ans auparavant dans une salle de sport locale. Trevor était un ancien enquêteur d'assurance devenu consultant privé, spécialisé dans le recouvrement d'actifs et les enquêtes sur les fraudes. Il était doux, charmant et avait un talent pour identifier les opportunités dans les malheurs des autres. Il avait également des dettes de jeu qu'il avait mis en territoire dangereux avec des personnes très impitoyables. Trevor voyait Rebecca comme plus qu'une simple liaison. Elle était son ticket pour le salut financier. La femme d'un officier militaire ayant accès à des actifs importants, des polices d'assurance vie et un mari qui avait passé des mois à l'étranger, c'était parfait ensemble. Ils ont commencé à planifier quelque chose de bien plus élaboré qu'un simple adultère. Le plan était brillant dans sa simplicité. Trevor aiderait Rebecca à établir progressivement un modèle selon lequel Blake serait instable, souffrant de SSPT, devenant de plus en plus erratique et dangereux. Les dossiers médicaux seraient modifiés, des témoins seraient trouvés et finalement Blake serait déclaré mentalement incapable ou, mieux encore, subirait un accident lors d'un de ces épisodes psychologiques. Rebecca avait déjà commencé à jeter les bases pendant le déploiement actuel de Blake. Elle avait pris rendez-vous avec des thérapeutes familiaux, affirmant que Blake envoyait des lettres inquiétantes. Elle avait parlé à des voisins de ses craintes face à des comportements étranges. Avant son départ, Trevor avait des relations dans le domaine médical qui pouvaient fournir les bons documents, le bon témoignage. L'assurance vie à elle seule valait 2 millions de dollars. Avec les avantages militaires de Blake, sa pension et leurs biens communs, Rebecca et Trevor cherchaient à avoir assez d'argent pour disparaître et prendre un nouveau départ dans un endroit chaud et lointain. Blake devait rentrer de son déploiement de 6 mois en Afghanistan. En 2 jours, tout était en place. Rebecca avait même conseillé à Lily sur ce qu'elle devait dire à propos des humeurs effrayantes de papa lorsque les assistantes sociales venaient lui rendre visite. Mais Blake avait toujours été imprévisible, et ce, dans le meilleur des cas. Il a franchi la porte d'entrée de leur maison de banlieue en Virginie à 15h47 un mardi, son sac de sport en bandoulière et un petit cadeau pour Lily dans sa poche. La maison était silencieuse, à l'exception de voix venant de la cuisine. J'ai franchi la porte pour mon déploiement 2 jours plus tôt. J'ai entendu ma femme crier dans la cuisine. Blake a posé son sac en silence et s'est dirigé vers le bruit. Des années d'opérations secrètes lui avaient appris à approcher sans se faire repérer. Ma fille de 6 ans était à 4 pattes, frottant le même endroit sur le sol en pleurs. Les petites mains de Lily étaient rouges et irritées, travaillant frénétiquement sur une tâche à peine visible. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle marmonnait des excuses. L'argent de ton père est presque à nous, lui a dit ma femme. Une fois que j'aurai obtenu ce que je veux, toi et ton père pourrez pleurer ensemble. Le sang de Blake se glaça, non seulement à ces mots, mais aussi à la cruauté désinvolte dans la voix de Rebecca, à la façon dont elle s'adressait à leur enfant, comme si elle parlait de la météo. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste passé un simple coup de fil. Blake a reculé, a sorti son téléphone satellite sécurisé et a composé le numéro qu'il avait mémorisé des années auparavant, mais qu'il n'aurait jamais pensé devoir utiliser. La voix qui répondit était celle de Grady. Morrison, professionnel, je dois activer le protocole Prométhée, le package de surveillance complet, cible nationale, mise en œuvre immédiate. Copie de ce package colonel sera en place dans les 12 heures. Sujet, Rebecca Morrison, née Hartley, enquêtant également sur un associé inconnu. Je transmettrai les détails, compris. Bienvenue à la maison,
Sir Blake raccrocha et retourna à son camion. Il reviendrait dans 1 heure, l'air surpris et heureux d'être rentré tôt. Mais les roues étaient déjà en mouvement. Le protocole prometteur était quelque chose que Blake avait contribué à développer pendant ses années dans le renseignement, un système complet de surveillance et d'enquête conçu pour recueillir des renseignements exploitables sur des cibles de grande valeur. Il était techniquement illégal pour un usage national, mais Blake avait des amis qui lui devaient des faveurs, des amis qui opéraient dans des zones grises où la légalité était moins importante que la loyauté. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. L'appel a commencé à 6 heures du matin. Dossiers financiers, journaux d'appel, images de surveillance, vérification d'antécédents, tout ce que Rebecca et Trevor pensaient être caché était méthodiquement exposé. L'équipe de Blake était minutieuse, professionnelle et complètement invisible. À midi, Blake était au courant des dettes de jeu de Trevor, de ses liens avec le crime organisé et du plan détaillé visant à le faire déclarer mentalement incapable. Il était au courant des dossiers médicaux falsifiés, des témoins coachés et de la police d'assurance que Rebecca avait augmenté à son insu 3 mois auparavant. Mais, plus important encore, il connaissait les personnes à qui Trevor devait de l'argent, des personnes violentes qui refusaient les excuses ou les échéanciers de paiement. Blake sourit pour la première fois depuis des mois. Il avait tout ce qu'il fallait pour mettre en œuvre son propre plan. Rebecca et Trevor ignoraient qu'ils étaient surveillés. Pendant 2 semaines, Blake joua le rôle du mari et du père aimant tandis que son équipe de surveillance documentait chaque rencontre, chaque appel téléphonique, chaque moment intime entre sa femme et son amant. Le plan de Blake était élégant dans sa complexité. Plutôt que de simplement les dénoncer, il utiliserait leur propre plan contre eux, transformant leurs armes en outils de leur propre destruction. Mais il avait besoin qu'ils fassent le premier pas. L'occasion se présenta lorsque Rebecca suggéra à Blake de consulter un thérapeute. « Tu sembles tendu depuis ton retour », dit-elle au cours du dîner, la voix faussement inquiète. « Peut-être que parler à quelqu'un m'aiderait. J'ai trouvé un excellent médecin, le docteur Patricia Vance. Elle est spécialisée dans les traumatismes militaires. » Blake a fait semblant d'y réfléchir. Le docteur Vance était, selon ses renseignements, l'un des contacts de Trevor, une psychiatre en disgrâce qui avait perdu sa licence dans un autre État pour falsification de dossiers médicaux. Elle travaillait sous un faux nom, fournissant le genre d'avis professionnel qui pourrait être très utile lors des audiences d'aptitude. « C'est une bonne idée », a déclaré Blake. « Je me sens instable ces derniers temps. » Les yeux de Rebecca s'illuminèrent d'une excitation à peine dissimulée. « Vraiment, quel genre de pensées instables, colériques et violentes ? » Parfois, je ne me souviens pas clairement. Blake observait attentivement le visage de sa femme. Parfois, je pense à blesser ceux qui m'ont trahi. Cette nuit-là, Rebecca a appelé Trevor immédiatement après que Blake se soit couché. L'équipe de surveillance de Blake a enregistré chaque mot. « Il est parfait », a murmuré Rebecca dans son téléphone. « Il est pratiquement en train de rédiger notre dossier pour nous. Le docteur Vance peut le voir demain. » « Bien », répondit Trevor. Mes contacts s'impatientent. Il faut accélérer. Quel contact ? Les gens de l'argent, ceux à qui je dois de l'argent. Ce ne sont pas vraiment des patients, Rebecca. Si ça ne marche pas, ça marchera. Il suffit de s'en tenir au plan. Mais Blake avait 3 coups d'avance. Tandis que Rebecca et Trevor pensaient accélérer leur calendrier, Blake préparait sa contre-attaque. La séance avec le docteur Vance était théâtrale. Blake jouait le rôle d'un vétéran en difficulté, décrivant parfaitement les symptômes. Cela constituerait une excellente évaluation des compétences. Le docteur Vance prenait des notes détaillées, posait des questions suggestives et planifiait des rendez-vous de suivi. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque séance était enregistrée par des appareils que l'équipe de Blake avait prévus dans son cabinet. Pendant ce temps, Blake lançait sa propre campagne psychologique contre Trevor. Utilisant des techniques apprises en opération psychologique, il commençait à rendre la vie de Trevor subtilement inconfortable. Des contraventions de stationnement apparaissaient sur la voiture de Trevor à des heures indéterminées. Ses cartes de crédit étaient mystérieusement refusées à des moments cruciaux. Des appels étranges le réveillaient au milieu de la nuit, sans personne à l'autre bout du fil. Fin. Trevor commença à devenir paranoïaque, exactement comme Blake l'avait prévu. « On se moque de moi », dit Trevor à Rebecca lors d'une de leurs conversations enregistrées. « Il se passe toujours des choses bizarres. »« Tu es paranoïaque », répondit Rebecca. « Concentre-toi sur le plan. »
Mais les dettes de Trevor étaient réelles et ses créanciers s'impatientaient. Blake avait identifié les principaux acteurs, un requin solitaire nommé Vincent Castellano, qui opérait dans un restaurant du centre-ville de Richmond. Après une enquête minutieuse, Blake apprit que Trevor devait près de 200 000 $, une somme empruntée pour alimenter une addiction au jeu qui avait détruit sa vie antérieure. Blake décida de se présenter à Monsieur Castellano. La rencontre eut lieu dans l'arrière-salle du restaurant de Castellano. Blake arriva seul, en civil, avec une mallette remplie de preuves soigneusement documentées. Monsieur Castellano, dit Blake, assis en face de l'homme costaud au regard intelligent. Je crois que nous avons un problème commun, nommé Trevor Haynes. Castellano observa Blake un long moment. Tu es le mari, je le suis, et je pense que nous pouvons nous entraider. Blake a exposé le plan de Trevor, montrant à Castellano des copies de relevés bancaires, de polices d'assurance et de conversations enregistrées. Il a expliqué comment Trevor prévoyait d'utiliser Rebecca pour éliminer Blake et collecter suffisamment d'argent pour payer ses dettes et disparaître. Le truc, c'est que, continua Blake, le plan de Trevor a un défaut fatal. Même s'il réussit, il n'obtiendra jamais l'argent assez vite pour vous payer l'assurance. Les enquêtes prennent des mois, parfois des années, et si je suis déclaré incompétent plutôt que mort, les actifs sont bloqués dans des procédures judiciaires indéfiniment. Castellano hocha lentement la tête. Alors, que proposez-vous? Je propose que nous laissions Trevor croire que son plan fonctionne jusqu'au moment où nous lui prenons tout. Je peux m'assurer que vous récupériez votre argent avec les intérêts et que Trevor apprenne ce qui arrive à ceux qui tentent de voler la mauvaise famille et votre femme. L'expression de Blake devint froide. Rebecca a fait son choix. Elle en assumera les conséquences. L'alliance était conclue. Castellano ferait pression sur Trevor, le rendant suffisamment désespéré pour accélérer son calendrier et commettre des erreurs. Blake documenterait tout, constituant un dossier solide tout en préparant son dernier coup. Au fil des semaines, la pression sur Trevor s'intensifiait. Les gens de Castellano ont clairement fait comprendre que le temps pressait. Trevor, de plus en plus désespéré, poussait Rebecca à agir plus vite, à se montrer plus agressive pour établir l'instabilité mentale de Blake. Rebecca, ivre de la promesse d'argent et de liberté, commença à commettre ses propres erreurs. Elle se montra plus cruelle envers Lily, moins soucieuse de cacher sa liaison, plus visible dans sa manipulation du dossier médical de Blake. Blake documenta tout, construisant son dossier pièce par pièce. Mais Trevor n'était pas complètement stupide. La pression grandissant, il commença à soupçonner qu'on le jouait. Il engagea un détective privé pour enquêter sur les antécédents de Blake, découvrant ses opérations psychologiques, sa formation et ses liens avec les services de renseignement. Il sait, dit Trevor un soir à Rebecca. Il sait jouer de nous. C'est impossible, insista Rebecca. Il a suivi une thérapie, il a montré tous les symptômes attendus. C'est une mise en scène. Il nous a piégés. La confiance de Rebecca vacilla pour la première fois. Que faire? La réponse de Trevor était désespérée et dangereuse. On passe à l'action maintenant. Ce soir, on fait croire qu'il a eu une crise psychotique, qu'il vous a blessé, vous et Lily, puis qu'il s'est suicidé. Par culpabilité, l'équipe de surveillance de Blake entendait chaque mot. La guerre allait commencer. Blake s'attendait à ce que Trevor finisse par comprendre le jeu. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était jusqu'où ils seraient prêts à aller pour sauver leur peau. L'attaque eut lieu à 2 heures du matin, un samedi soir. Blake était prêt. Trevor et 2 hommes de main entrèrent chez Blake par la porte de derrière, croyant que Blake dormait à l'étage. Leur plan était simple, mettre en scène une invasion de domicile qui tournait mal, avec Blake dans le rôle de l'agresseur qui tuait sa famille avant de retourner l'arme contre lui. Mais Blake avait mis Lily en sécurité quelques jours plus tôt, prévenant Rebecca qu'elle dormait chez une amie. Rebecca était dans la chambre principale, persuadée de devenir une riche veuve. Au lieu de cela, elle se retrouva face à face avec son mari, parfaitement réveillé et maître de la situation. « Bonjour, Rebecca », dit calmement Blake tandis que Trevor et ses hommes se faufilaient dans la maison en contrebas. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation franche. » Rebecca blêmit. « Blake, ce que je sais de Trevor, je suis au courant du plan, je suis au courant de tout. » La voix de Blake était douce, sur le ton de la conversation, ce qui rendait la situation d'autant plus terrifiante. « La question est, comment veux-tu que ça se termine ? » En bas, Trevor comprit que quelque chose clochait en trouvant la maison trop calme, trop préparée.
Blake avait installé des fils de sécurité, déclenchant lumière et alarme. Les portes qui auraient dû être déverrouillées furent renforcées. Des caméras qu'il ne pouvait pas voir enregistraient chacun de ses mouvements. Les hommes de main de Trevor, deux anciens détenus spécialisés dans les cambriolages, se retrouvèrent piégés dans une maison devenue un véritable labyrinthe de guerre psychologique. Des voix semblaient provenir de pièces vides. Les lumières clignotaient selon des motifs suggérant des observateurs cachés. Chaque ombre pouvait cacher une menace. Blake avait transformé sa propre maison en une opération psychologique destinée à briser l'esprit de ses ennemis avant de briser leur corps. Dans la chambre, Rebecca apprenait le véritable prix à payer pour trahir quelqu'un formé à la guerre psychologique. « Vous avez blessé ma fille », dit Blake d'une voix qui ne dépassait pas le murmure. « Tu l'as entraînée à mentir à mon sujet. Tu l'as forcée à frotter le sol jusqu'au sang. C'était ta première erreur, Blake. Je peux t'expliquer. Ta deuxième erreur a été de penser que je ne découvrirais rien pour le docteur Vance, pour les faux dossiers médicaux, pour ton projet de me faire déclarer incompétente. » Blake a sorti une tablette montrant les enregistrements de ses conversations avec Trevor. Ta troisième erreur a été de sous-estimer ton conjoint. Rebecca a essayé de fuir Blake, l'a laissé aller jusqu'au couloir avant qu'il ne reprenne la parole. Tu devrais peut-être aller voir Trevor. Par la fenêtre, Rebecca pouvait voir des voitures de police encercler la maison, pas la police locale, mais des agents fédéraux grâce à leur équipement et à leur coordination. Tu vois, Rebecca, pendant que tu prévoyais de me faire accuser d'instabilité mentale, je documentais des crimes réels, fraude à l'assurance, complot en vue de commettre un meurtre, maltraitance d'enfants, fraude médicale. La liste est longue. Blake avait activé bien plus qu'une simple surveillance. Ses contacts au sein des forces de l'ordre fédéral ont monté un dossier basé sur ces renseignements pendant des semaines. Chaque appel téléphonique, chaque réunion, chaque acte illégal ont été soigneusement documentés et obtenus légalement. Construction parallèle. Les dettes de jeu de Trevor n'ont jamais été le véritable problème, poursuivit Blake. Le véritable problème était qu'il devait de l'argent à des gens qui ne pardonnent pas et n'oublient pas, des gens très intéressés d'apprendre que quelqu'un prévoyait de voler un officier décoré de l'armée en bas. La situation de Trevor était passée de mauvaise à catastrophique. Les deux hommes qu'il avait engagés avaient été neutralisés par les mesures de sécurité de Blake, des pièges non mortels mais très efficaces qui les ont laissés inconscients et attachés pour que la police puisse les retrouver. Trevor lui-même était coincé dans la cuisine, la même cuisine où Blake l'avait entendu planifier la destruction de sa famille. Mais il n'était pas seul. Vincent Castellano et deux de ses associés étaient arrivés par la porte d'entrée, que Blake avait gentiment laissé déverrouiller pour eux. « Trevor », dit Castellano sur le ton de la conversation. « Je pensais que nous nous étions entendus au sujet de ta dette, Vincent. Je peux t'expliquer. Tu peux expliquer pourquoi tu pensais pouvoir résoudre ton problème en assassinant un héros de guerre et sa famille. Tu pensais que cela donnerait une bonne image de mon organisation. » Blake avait parfaitement joué sa dernière carte en présentant le plan de Trevor comme une insulte au service militaire et aux valeurs américaines. Il en fit une affaire personnelle pour Castellano, qui se targuait de diriger une organisation fondée sur certains principes. Le plan de Trevor avait non seulement échoué, mais lui avait valu des ennemis de tous bords, tandis que les agents fédéraux arrêtaient Rebecca et que les hommes de Castellano traitaient Trevor à leur manière. Blake se tenait dans la chambre de sa fille, regardant les dessins qu'elle avait faits de leur famille avant que tout ne dégénère. Son téléphone sonna. C'était la ligne sécurisée. « Colonel Morrison, ici l'agent Sarah Martinez, du FBI. Tous les sujets sont en détention. Où étaient vos instructions ?» Blake regarda par la fenêtre la scène en contrebas. Trevor était transporté dans une ambulance, vivant, mais à peine. Le message de Castellano était clair, voler les familles de militaires était mauvais pour les affaires. Rebecca était en détention fédérale, sous le coup d'accusations qui la condamneraient à une peine de prison pour des décennies. Les preuves rassemblées par Blake étaient accablantes, obtenues légalement et absolument accablantes. Le docteur Vance avait été arrêté à son domicile, ainsi que plusieurs autres professionnels de santé impliqués dans le réseau de fraude. La fausse thérapie. Ces séances serviraient de preuve au complot élaboré fomenté par le colonel, l'agent Martinez, engagé des poursuites judiciaires. Blake a déclaré « Pas d'accord, pas de réduction de peine. » Ils ont fait leur choix. 3 mois plus tard, Blake siégeait au tribunal des affaires familiales et obtenait officiellement la garde exclusive de Lily. Rebecca avait tenté de négocier une peine, proposant de témoigner contre Trevor en échange d'une réduction de peine.
La réponse de Blake avait été communiquée par son avocat, il ne souhaitait aucune clémence envers les tortionnaires d'enfants. Trevor avait survécu à la visite de Castellano, mais ses dettes de jeu avaient été transférées à des personnes encore moins clémentes. Il était actuellement en détention provisoire fédérale, sous le coup d'accusations qui le maintiendraient en prison à vie. Le docteur Vance et son réseau de professionnels de la santé corrompus étaient accusés de fraude et de complot au niveau fédéral. L'enquête déclenchée par Blake avait révélé des agissements similaires dans 3 autres États. Blake a tenu sa promesse envers Castellano. Le requin solitaire a reçu son argent avec intérêt et a acquis de précieuses connaissances sur les techniques d'enquête fédérale qui l'aideraient à éviter de tels problèmes à l'avenir. Ils ont entretenu une relation professionnelle fondée sur le respect mutuel et la prudence. Des limites bien définies. Quant à Blake, il prit une retraite anticipée de l'armée et créa une société de conseil en sécurité privée spécialisée dans la protection des familles de militaires. Sa première affaire impliquait d'aider un autre soldat déployé dont le conjoint affichait un comportement financier suspect. 6 mois après les arrestations, Blake et Lily emménagèrent dans une nouvelle maison, dans un autre État. Lily suivait une thérapie avec un professionnel compétent pour surmonter le traumatisme des abus subis par sa mère. Elle réapprenait peu à peu à faire confiance, à croire que son père la protégerait toujours. L'argent de l'assurance que Rebecca avait prévu de voler fut versé dans un fonds fiduciaire pour l'éducation de Lily. Le reste de leurs biens, liquidés et réorganisés, leur assura la sécurité financière et les ressources dont Blake avait besoin pour aider d'autres familles confrontées à des menaces similaires. Le jour de l'anniversaire de son retour, Blake reçut une lettre en prison. Un courrier de Rebecca qu'elle souhaitait voir. Lily affirma avoir trouvé la religion, insista sur son changement. Blake lut la lettre une fois, puis la glissa dans son destructeur de documents. Certaines trahisons étaient impardonnables, certaines personnes ne méritaient pas de seconde chance, et Blake Morrison avait appris depuis longtemps que la clémence était un luxe. Il ne pouvait pas se le permettre quand il s'agissait de protéger les gens qu'il aimait. Le téléphone a sonné. Une autre affaire, une autre famille en danger, une autre chance de retourner les armes des prédateurs contre eux. Blake Morrison a souri et a répondu à l'appel. La guerre n'a jamais pris fin. Elle s'est simplement déplacée vers un nouveau champ de bataille et Blake a toujours gagné. C'est ici que notre histoire se termine.